Adonis, le jeune disciple humain de la puissante sorcière des glaces Chloé Morgane, qui tentèrent de fuir les soldats de l'Empire de Rydia qui ont pris en chasse toutes les sorcières pour les exterminer. En plein désert, ils furent rattrapés par les soldats. Le jeune disciple voulait prendre la défense de Chloé, mais Chloé lui fait comprendre qu'il ne maîtrise pas encore sa magie. Alors Chloé prend les devants puis bat sans difficulté les soldats qui les ont en chasse. Le temps que Adonis faisait part de ses sentiments à son maître et qu'elle lui disait également qu'elle l'aimait, ils furent localisés par les services de renseignement de l'Empire de Rydia. Soudain, une lumière verdâtre surgit et jaillit sur Adonis et Chloé, et les téléporta sur la grande place publique de l'Empire de Rydia. Adonis prit conscience qu'il avait en face de lui l'empereur Gut, celui qui a ordonné la chasse de sa bien-aimée ainsi que ses conseillères sorcières. Encore une fois, il voulait défendre Chloé, et s'en est pris à l'empereur Gut. Cependant, il fut rapidement rattrapé et maîtrisé par les gardes du corps de l'empereur. Chloé, folle de rage, leur ordonna de laisser Adonis. Ainsi, elle faisait une petite démonstration de la puissance de sa magie. Sa magie fut immédiatement annulée, les laissant tous les deux sans défense et à la merci de l'empereur Gut. Alors Chloé commence par supplier l'empereur de laisser vivre Adonis car c'est elle la seule coupable de l'histoire. Elle renchérit que Adonis n'était pas son disciple mais qu'elle l'avait kidnappé et forcé à la suivre. Sous les yeux choqués d'Adonis et la jubilation du peuple de Rydia, l'empereur déchira les vêtements de Chloé et l'assassina d'une balle dans la tête. Adonis prit dans une rage folle, mais impuissant face à cette situation, il ne put rien faire. 10 ans après, dans l'une des prisons les plus sécurisées de l'Empire, deux filles se disputent un pain. Alors l'une des filles tendit son pain vers les filles bagarreuses et leur dit d'arrêter de se battre. Aussitôt les gardiens de la prison font irruption dans leur cellule et appela la détenue numéro 218. Cette même fille étant numéro 217 échangea son numéro avec la 218 et fut amenée chez le surveillant de la prison. Arrivée dans le bureau du surveillant, elle constata que toutes les filles de sa cellule qui étaient amenées dans le bureau du surveillant ne sont jamais revenues et qu'il y avait quelques-unes dans le bureau dans une piteux état. Alors elle cogna le surveillant, saisit son téléphone et prit la fuite. Elle essaya d'ouvrir les cellules grâce à la reconnaissance vocale du téléphone, mais elle lui écrit à chaque fois échec jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne imitation de voix pour ouvrir les cellules. Elle cria dans toute la prison disant aux filles de s'échapper. Les gardiens accoururent tous dans une pièce bien sécurisée à l'intérieur de laquelle il y avait une grande machine. Ils constatèrent que la machine était ouverte. Un homme se libère de ses chaînes à l'intérieur de la machine puis sort de la machine, il tue tous les gardiens. La jeune fille se rendit également dans cette même salle, constata également que le prisonnier à l'intérieur s'était déjà libéré. Le jeune homme qui était condamné à perpétuité et qui venait de se libérer n'était autre que Adonis, le disciple de Chloé. Il se rua sur la fille, pistolet en main, le pointa sur la tête de la jeune fille. Un coup de feu retentit, non pas pour tuer la jeune fille mais pour la libérer de ses chaînes. Les gardiens pris au dépourvu de ce désordre avaient peur d'informer leur hiérarchie supérieure. Puis ils constatent qu'un objet qu'ils n'avaient pas l'accréditation avait également disparu. Adonis se rua hors des murs de la prison. Il tira encore une nouvelle fois un coup de feu et avec sa plume, sa technique de magie d'incantation démesurée, il a fait grossir la balle qui a jailli de son pistolet et le planta dans un grand immeuble. Adonis, qui avait auparavant juré d'anéantir l'humanité pour venger sa bien-aimée, allait pouvoir commencer sa croisade meurtrière. Il commença son attaque contre l'Empire avec sa magie d'incantation de Titan. Dans la paume du Titan, il marcha sur la grande ville détruisant immeubles et tout sur son passage. Il n'a pas pitié pour les habitants. Aveuglé par cette haine de vengeance, il tua hommes, femmes et enfants sur son passage. Il a fait tellement de dégâts matériels et humains que les autorités furent averties de la situation immédiatement. Le secrétaire général des services de renseignement appliqua son autorité et lança un état d'urgence, demanda ainsi un appui à toutes les forces combattantes disponibles de l'Empire. Une fois l'état d'urgence déclaré, le secrétaire général Yamato ordonne à sa petite sœur qui est son adjoint, l'activation de la machine qui annule la magie. La 4e ligne de défense composée de chars d'assaut envoie des tirs de canon en direction du Titan mais aucun ne touche leur cible. Alors ils essaient encore une nouvelle tentative mais en vain. Ils ont compris que leur tir était dévié par la magie de l'apprenti sorcier. Au tour d'Adonis de répliquer. Il brisa facilement la ligne de défense. Théorie et pratique. Saisir le processus de son sort, le synthétiser puis l'écrire au moyen d'une plume spéciale, un art subtil maîtrisé, voilà ce qu'est sa magie d'invocation. Ses 10 ans de prison se sont révélés bénéfiques. Ainsi il a pu explorer toutes les connaissances, des conditions parfaites pour mener à bien sa vengeance. Dans sa croisade de massacre, il est rattrapé par Hercor, un agent spécial qui l'identifia et signala également qu'il était dans la paume du Titan. Alors le secrétaire général Yamato envoya une nouvelle vague de chasseurs à sa trousse. Les chasseurs verrouillent la cible et envoient des missiles, ce qui en un instant désinstalle l'équilibre d'Adonis. Encore une nouvelle vague de frappes de missiles, celle-ci fait mouche et fait tomber Adonis du géant Titan. Il fut rejoint par Doroka, la jeune fille qui auparavant l'avait libéré de sa cellule. Celle-ci lui dissuade d'arrêter ce massacre et qu'elle ne voulait plus voir des vies innocentes s'éteindre. Dégoûté par les propos de Doroka, Adonis s'approcha et lui fait comprendre qu'il soit de l'Empire de Rydia ou prisonnier, toutes ses vies sont à prendre. En gros, tant que tu es humain tu dois mourir.
Alors Doroka rétorqua que Chloé n'aurait pas voulu ce massacre. Adonis, fou de rage, lui demanda si elle faisait diversion en attendant que les renforts arrivent, et que c'est un truc typique aux humains incapables de se battre à la loyale et que Chloé n'aurait jamais pu perdre si les humains n'avaient pas triché. Doroka lui révèle que Adonis était le nom que la plus grande sorcière avait donné à son disciple humain, et que cette histoire était connue de toutes les sorcières. Elle lui montre également ses pouvoirs et ajoute qu'elle est aussi une sorcière. Adonis, surpris, lui lâcha et la demanda si elle était aussi une sorcière. Ce à quoi elle répondit par une affirmation et en voulant se présenter, Adonis l'interrompant en disant que toutes les sorcières étaient exterminées et qu'elle n'était qu'une pauvre humaine voulant le faire baisser sa garde. Elle lui dit que c'était la vérité et qu'elles avaient toutes survécu. Adonis lui demanda que si c'était le cas, pourquoi n'avait-elle pas volé au secours de Chloé. Elle lui répondit que c'est parce qu'elle était dans une fuite désespérée et révèle qu'elle pouvait ramener Chloé à la vie. Ce qui illumina le visage d'Adonis, mais était toujours méfiant. Doroka lui fit comprendre que c'était cela sa mission. Elle avait infiltré la prison pour pouvoir le libérer parce qu'elle avait besoin de ses souvenirs pour pouvoir ressusciter Chloé et qu'il est indispensable. Adonis invoque une épée et le tendit vers la gorge de Doroka en jurant qu'il va anéantir tous ceux qui se mettront à travers de son chemin et vont se moquer de la mémoire de Chloé. Doroka souffla et lui dit que si prendre sa vie pourrait soulager sa peine, alors elle a été ravie de faire sa connaissance. Pris par une frayeur, Adonis baissa son épée car il avait vu dans le visage de Doroka le visage de Chloé. Au moment où Doroka s'est levée et lui tendit la main pour partir, elle fut traversée par une balle. C'était le tir de l'agent spécial Aircore qui avait ciblé Adonis auparavant. Avant de s'éteindre, Doroka se souvint de cette tragique soirée, lorsqu'elles furent attaquées par les humains. Adonis tente en vain de lui soutirer la manière dont il pouvait ressusciter Chloé. Doroka rassembla tout son dernier souffle et lui chuchota quelques mots à l'oreille avant de s'éteindre finalement. Adonis sursauta laissant le corps criblé de balles de Doroka pour éviter les nouvelles tirs de l'armée. Adonis invoque à nouveau sa magie qui lui sert de bouclier et rétama toutes les forces présentes. Aircore, avec son fusil à lunettes, tira une nouvelle fois. Mais cette fois-ci la balle est arrêtée par la magie d'Adonis et avec sa magie de renvoi démesurée il lui renvoie la balle tirée. Aircore mourra sur le coup. Au même moment, Yuki, qui fut envoyé par son frère Yamato au département national de sciences de Rydia pour activer l'inhibiteur de magie, donna l'ordre d'activer la machine mais fut arrêté par Sirta Samantha, la directrice du département. Yuki exige des explications d'elle. Alors Sirta appela directement Yamato pour lui fournir des explications. Elle lui disait que la science est la lumière qui illuminait leur vie, mais malgré toute leur connaissance, il reste des zones d'ombre à éclaircir. Les protons nucléaires émis par la machine en font partie. Le syndrome de déficience, une maladie frappée par les soldats qui avaient été envoyés pour éradiquer les sorcières. Et que divers facteurs les empêchaient d'éclaircir ces zones d'ombre, que la machine a pour effet d'annuler la magie des sorcières mais également avait un effet inverse sur les humains. Elle tuait les cellules des humains. Les effets radioactifs persistent dans l'air car il n'y a plus de sorcières pour purger la nature et qu'en effet une nouvelle vague de ces protons causera la chute de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi elle ne pouvait plus autoriser qu'une fois de plus la machine soit activée. Malgré toutes les explications fournies par Sirta, Yuki décide quand même de désobéir et courut vers la machine pour l'activer. Elle entre tous les codes d'autorisation et avec une reconnaissance digitale, elle activa la machine. Adonis jubilait du massacre qu'il a perpétré. Toutefois, en un instant, sa magie fut annulée et il perda l'utilisation de sa plume d'invocation. Mais cela eut l'effet secondaire que craignait Sirta. Yuki commença à cracher du sang et Sirta se précipita pour éteindre la machine tout en tenant Yuki dans ses bras. Elle était également affectée par l'effet de la machine et commença à cracher du sang à son tour elle aussi. Yamato, qui avait vu que la magie d'Adonis était annulée, a su que la machine a dû être allumée par quelqu'un. Alors il demanda à Sirta ce qui s'était passé avec Yuki et si elle allait bien. Sirta rétorqua Yamato de regarder devant lui. Sans magie, Adonis est à leur merci. Va-t-on laisser ce gamin nous dérouter? Quel est ton devoir? Ce à quoi Yamato répondit est d'éliminer tout individu qui menace l'Empire. Alors Sirta répondit: nous représentons Rydia, l'Empire indestructible. Alors Yamato donna l'ordre à toutes les unités de charger. Toutes les unités avançaient en direction d'Adonis. Adonis, qui se sent pris au piège et commence à s'enfuir en direction de sa plume qui était tombée de sa main grâce à l'annulation de sa magie. Le chef des commandos ordonna à ses troupes d'être en position. Il n'eut pas fini ces mots qu'un des soldats sortit des rangs et courut en direction d'Adonis, tend son arme en direction d'Adonis et lui dit: tu as détruit notre pays. Le chef des commandos dit au jeune soldat de ne pas s'approcher de lui et soudain le pied de l'immeuble sous lequel il se trouvait s'est effondré, ce qui les coupa. Adonis et la jeune soldat du reste de l'unité d'assaut. Celle-ci, toujours son arme pointée en direction d'Adonis, activa la lame brûlante de son fusil et rétorqua: c'est quoi ton problème, le disciple? Adonis se résigna, souffla, et trouva que si c'était possible que ces humains puissent le vaincre, c'est peut-être sa fin et qu'enfin il allait pouvoir rejoindre Chloé, sa bien-aimée. D'un coup sec, la jeune soldat lui décapita la tête. La poussière aveuglait les soldats qui se demandaient si la jeune soldat allait bien. Quand soudain, dans ce nuage de fumée et de poussière, apparut une silhouette féminine avec une tête à la main.
C'était la jeune soldat qui venait de couper la tête d'Adonis. Elle souffla, « Je l'ai fait, les tuer le disciple de la sorcière ». Elle jeta la tête d'Adonis aux pieds de ses camarades puis s'écroula. Tout le monde accourut pour la soutenir et d'une manière générale tout le monde jubilait de la mort d'Adonis parce que c'était la fin de ce calvaire. L'un soldat lui demanda de quel régiment elle était, mais la joie immense de tout le monde avait pris le dessus qu'elle n'eut pas le temps de répondre. Jusqu'au quartier général c'était la joie ainsi que parmi la population tout entière de Rydia. Yamato eut un ouf de soulagement. Il félicita toutes les unités mais leur prévient également qu'il était trop tôt pour célébrer cette victoire. Il leur ordonna de récupérer le corps d'Adonis et d'évaluer les dégâts matériels, d'épauler les équipes de secours et de venir en aide aux victimes. À travers les grands écrans du quartier général, il voit le visage de la jeune femme qui les a sauvés. Serait-elle une nouvelle recrue ? Se demanda un des officiers du quartier général. Il voulait vérifier l'identité de cette jeune femme mais il fut interrompu par Yamato qui lui ordonna d'aller au département national des sciences pour voir comment allaient Sirta et sa sœur Yuki. Après cette victoire, l'empereur malade à cause des effets secondaires de la machine prit à nouveau la parole devant son peuple. Il affirme qu'après des décennies de recherche, ils n'ont pas la réponse du comment un simple humain comme Adonis pouvait utiliser la magie. Mais quand il y repense, la culpabilité l'accable plutôt pour lui avoir laissé la vie sauve et l'enfermer à vie. Il aurait tout simplement lui ôté la vie comme il avait fait avec Chloé. Il en profita pour requinquer le mental de la population ainsi que les hautes sphères qu'ils sont Rydia l'empire qui domine le monde et qu'ils ont la puissance scientifique, une armée aux nerfs d'acier et qu'aucune force diabolique ne peut les soumettre. La flamme de la fierté brûle dans leur cœur et qu'ils devraient être fiers d'être nés dans l'empire de Rydia. Osgorgis ou directeur du bureau de renseignement se rend en personne sur les lieux pour quelque inspection. Charmy, inspectrice en chef du bureau des renseignements se plaignant de sa situation de travail mais était toujours dans ses recherches. Elle vient de sortir les résultats des analyses et dit à Emerose de vite rentrer pour les lui communiquer. Aussitôt rentrée, Emerose se rua précipitamment pour avoir les résultats des analyses. La conclusion est que le corps décapité du disciple n'était qu'une pâle copie et que Adonis était toujours vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu le petit pouce et le bouton s'abonner. Salut et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.